Bon, déjà, merci Michel d'avoir présenté le local et notre conférence. On va faire ça en deux parties. D'abord, c'est moi qui vais commencer. Alors, je me présenter comme philosophe. Moi, je suis professeur de philosophie au lycée à Prades, d'accord. Et ça ne me dérange pas qu'on me présente comme philosophe, mais je trouve ça bien parce que pour le coup, je vais faire une partie qui sera plus liée à des connaissances qui viennent de la philo, notamment la philo du langage un petit peu. Mais bien sûr, le but, c'est d'appliquer ça ensuite à la question médiatique qui est le cœur de notre sujet aujourd'hui. Voilà. Et la deuxième partie sera avec Geneviève Sabaté du coup. Alors moi, je commence. Moi, j'ai choisi d'intituler mon passage comme ça. Lutte des classes et rôle du média. Pourquoi c'est important le média en politique dans la question de la lutte sociale? Quel rôle ça va jouer? Alors ça sera ce dont on va discuter au final, mais avant je prends un peu de recul. Et moi j'ai essayé de mettre une petite problématique, voilà c'est la prochaine diapositive. C'est celle-ci ma problématique, et je pense que c'est une problématique qu'on se pose quand on est militant politique. Alors je vous la lis, hein. Comment expliquer que des humains puissent accepter des horreurs ou se faire exploiter sans chercher à résister? Autrement dit, comment ça se fait quand on est militant? On voit qu'il y a des grosses injustices, des trucs qui nous choquent. On se dit, mais comment ça se fait qu'il ne se passe rien? Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de révolte? Même des fois on nous la pose. Si vous avez autant raison que ça, bah pourquoi les gens laissent faire? D'accord? Et moi mon but du coup c'est d'interroger qu'est-ce qui va motiver les acteurs politiques? C'est quoi les motivations des acteurs politiques? Du coup je reprends le problème que je suis en train de poser, c'est quand on est militant politique, des fois on se dit, comment ça se fait qu'il se passe de telles horreurs, que les gens subissent l'injustice comme ça et que pourtant ils ne se révoltent pas? Et du coup, ça pose la question, qu'est-ce qui pousse les gens à se révolter, à faire des actions politiques justement, d'accord? Et moi, les deux moteurs de l'action politique que j'ai choisi de viser aujourd'hui, c'est premièrement le côté affectif de l'humain, ses passions. La colère, l'empathie, l'espoir, au contraire le désespoir, la résignation, la jalousie, ce qu'on veut, d'accord? Et après aussi, j'ai choisi comme moteur d'action politique les créations de groupes sociaux. Comment on crée des alliances sociales entre les différentes franges des classes sociales subalternes qui subissent le capitalisme par exemple, ok? Donc c'est ça que j'ai choisi de faire. Alors, bon désolé, il n'y a pas le diapo, normalement ça passe, mais c'est pas grave, on va faire sans. La première question du coup, c'est une question, je dirais, d'anthropologie politique. Qu'est-ce que c'est un humain? Qu'est-ce qui motive un humain à agir généralement? Et là il y a un philosophe qui s'appelle Spinoza, qui a écrit un livre qui s'appelle L'éthique, d'accord, au XVIIe siècle, et qui a dédié toute une partie de ce livre-là aux émotions humaines. Il va interroger la joie, l'espoir, l'empathie, etc., etc., pour voir ça comme des moteurs d'action. On pourrait se dire, bon bah du coup très bien, ce qui fait agir les humains, c'est les émotions, et on devrait à peu près avoir tous les mêmes émotions, donc ça devrait aller, on devrait tous agir de concert. Voilà, alors j'ai mis quoi comme image pour illustrer l'empathie ou la peur ici? L'image pour l'empathie, j'ai mis les morts dans la rue 2022. 631 personnes mortes dans la rue 2022. Normalement ça produit l'empathie, et on se dit, bah tout le monde devrait essayer de sortir de cette situation, par l'organisation politique et sociale, par un changement de société. On voit que ce n'est pas toujours le cas, pourquoi? J'en parle après, je mets une autre image avant. Là, c'est la pénurie d'eau qui a eu lieu à Boulamont, Boule-Ternaire, il y a un mois et demi. Boule-d'Amont, Boule-Ternaire, vous savez, c'est dans le conflant vers Île-sur-Tête. D'accord? Donc ça, c'est deux images politiques, on voit que ça procure des émotions, et normalement, ça devrait être moteur d'action. Mais la question maintenant qu'on se pose, c'est ces émotions-là, est-ce qu'elles arrivent telles quelles quand je suis face à des phénomènes politiques, ou est-ce qu'elles peuvent être travaillées par les acteurs sociaux et politiques, justement? Est-ce que, par rapport aux mots, à la propagande, on peut réussir à inciter à certaines émotions, ou au contraire, à briser certaines émotions? D'accord? Vous comprenez un peu le truc ou pas? Par exemple, quand je vois quelqu'un dans la rue, j'ai imaginé un enfant, il a 12 ans, il voit quelqu'un dans la rue en train de souffrir. Il y a un petit peu d'empathie qui se construit déjà. Après, il peut dire à ses parents, bah, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Et là, il peut y avoir plusieurs réactions. On peut dire, bah, c'est quelqu'un comme nous qui malheureusement a perdu son emploi et qui se retrouve là et personne l'aide, c'est dégueulasse, il va crever. Vous voyez? On peut avoir des mots qui créent l'empathie. Au contraire, on peut dire, bah écoute, c'est quelqu'un qui n'a pas été responsable, qui a été plus feignant que les autres et qui s'est pas bien débrouillé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est que les émotions, elles tombent pas du ciel. En fonction des mots qu'on met sur les choses qu'on a face à nous, il y a des émotions qui vont être valorisées, qui vont être suscitées, et au contraire des émotions qui vont être inhibées. Vous comprenez le truc un peu ou pas? Donc les émotions ne sont jamais coupées de comment on conceptualise le monde. C'est ça le truc. Et c'est là qu'on arrive à la question du mot. Quel mot on met sur les choses? Et c'est comme ça qu'on arrive à la question du média, vous comprenez? J'ai fait exprès cet écart au début. Hein. Qu'est-ce qui fait agir les humains? Leurs émotions, leurs sentiments, certes, mais les émotions ne sont jamais coupées des mots qu'on met sur les choses. C'est pour ça que j'ai mis cet exemple-là. Les morts dans la rue, on peut nommer ça de plein de manières différentes. D'accord? En fonction des mots qu'on met sur les choses, on peut créer l'empathie, ou au contraire, le mépris. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça va? Pareil pour le truc sur l'eau. Voilà. Donc ça, c'est l'anthropologie de Spinoza, le désir et l'essence de l'homme. Très bien, mais ces désirs sont travaillés. Ils ne tombent pas du ciel. Ils sont dépendants de la conceptualisation qu'on a du monde. Et c'est comme ça qu'on arrive du coup au problème de la nomination. Moi j'ai beaucoup parlé dans cette réunion de comment on nomme les choses pour en arriver au rôle des médias. Un média c'est quoi?
ça met des mots sur des événements aussi. D'accord? Ça ne se contente pas de mettre une image seulement, ça la nomme l'image. Et du coup, ça donne son sens et la réaction politique qui va en découler. Voilà, pour cette image-là. Voilà. Nicolas. Merci. Du coup, maintenant on en arrive très bien, on a des émotions qui dépendent de comment on voit le monde. Et c'est là qu'on arrive au rôle du mot, au rôle du langage, au rôle du vocabulaire. Alors j'ai mis une citation de Durkheim que vous pouvez lire. Durkheim, c'est un sociologue du début du XXe siècle. Penser, c'est classer des choses en leur attribuant des noms. D'accord? Donc quand on est face à des événements politiques, on va devoir nommer les choses. Se dire qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Comment je réagis? D'accord? Avant de réagir politiquement, d'abord on doit penser. Et du coup mettre des noms sur les choses. Ok? Alors là j'ai mis comme exemple le génocide à Gaza. Nous on appelle ça un génocide. Et c'est pour ça que souvent on va manifester. Parce qu'entre un génocide on manifeste. Mais comment la bourgeoisie appelle ça? Elle appelle ça un conflit. Est-ce qu'on manifeste contre un conflit? A priori non, les gens se battent entre eux, on ne sait pas pourquoi et puis on les laisse faire. Vous voyez, en fonction de comment on nomme les choses, on les range dans une catégorie verbale et ça suscite différentes réactions. Et c'est là tout le rôle que va jouer le média ensuite. Ok? Ça va, vous comprenez? Et du coup, je prends un petit peu de temps pour parler. On voit bien que nos émotions ne sont pas coupées de notre pensée, et la pensée humaine, elle est structurée par le langage, par le vocabulaire. Il y a un livre que vous connaissez peut-être sur ça, je ne sais pas si, qui justement va contrôler la pensée des gens, qui va parler du fait qu'on peut contrôler la pensée des gens en contrôlant leur vocabulaire, leurs mots, et en enlevant certains mots. Vous connaissez pas, je pense que vous avez la référence... 1984. Voilà, 1984, George Orwell, c'est un peu l'idée. Je dis pas que c'est ce qui se passe actuellement, c'est pas la question, mais la question c'est que ce livre montre quoi? Qu'en contrôlant le vocabulaire véhiculé, on contrôle les esprits. Et si on interdit certains mots, on peut interdire des idées subversives et du coup des révoltes. D'accord? Et vous voyez bien que c'est pour ça qu'il y a tant d'enjeux dans les médias à valoriser certains mots pour nommer les choses, et au contraire à dire attendez, vous avez dit que c'est un génocide, vous avez pas honte? C'est pas sérieux, etc., etc. À dévaloriser certains vocabulaires. Parce que dès qu'on accepte un mot, on accepte une conceptualisation, des émotions qui vont aller avec, et du coup des actions politiques qui peuvent gêner ou au contraire arranger les classes dominantes. D'accord? Ça va? Du coup on peut passer à la prochaine diapositive. Alors moi j'ai mis, désolé, je remonte, on remonte. Désolé, merci, désolé, je vais être un peu chiant. J'ai mis quoi? Nous on voit quoi quand on voit cet enfant? On voit une enfant qui subit un génocide, des violences dégueulasses coloniales. Mais comment le média présente ça? Là c'est des extraits, quand je mets des guillemets, c'est des extraits de médias que je mets, hein, d'accord? Ou de dirigeants politiques. Adolescents dont le père est au Hamas. Et en sachant que le mot Hamas, dans les médias, est toujours lié à terrorisme. Autrement dit, il faut que dans la tête des gens, il n'y ait pas des enfants qui subissent une guerre dégueulasse, ou un génocide dégueulasse, il faut qu'il y ait bon, des fils de terroristes, quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Et tout de suite, nos émotions ne seront pas les mêmes dans la tête de celui qui regarde la télévision, il va se dire, bon, bah finalement, les choses sont plutôt logiques. D'accord? Vous comprenez le truc ou pas? Donc en fonction des mots qu'on met sur les choses, et c'est ce que font les médias, mettre des mots. Le mot Hamas, lié au mot terrorisme, ça c'était parfait pour faire la propagande de guerre, par exemple. Voilà. Donc là, après, la prochaine diapositive, vu qu'on parle d'émotion politique, moi comme émotion, j'en peux en parler plein, je choisis de parler de l'empathie. D'accord? Parce que la politique, ça consiste à faire ensemble, en groupe, collectivement. Et l'émotion qui va te lier aux autres, c'est l'empathie. D'accord? Tu t'identifies à lui, à son malheur, et du coup tu veux lutter pour l'aider à sortir de son malheur. J'ai choisi cette émotion qui peut être une émotion qui est apolitique, on peut être empathique de son fils, de ses parents, etc. Mais pour parler de politique. Or l'empathie, ça s'écrit dans Aristote Rhétorique, un vieux livre de Grèce antique. Hein. Aristote Rhétorique, il analyse comment on fait de la rhétorique, et justement il dit qu'il faut soit produire l'identification pour faire de l'empathie, soit au contraire détruire l'identification. D'accord? Vous comprenez le lien conceptuel, hein, c'est pour faire de l'empathie, il faut qu'il y ait de l'identification. Si je ne m'identifie pas à quelqu'un, si la personne qui est dans la rue, je me dis « Ah, mais c'est quelqu'un qui n'est pas du tout comme moi, il est irresponsable, il est feignant, etc. » Mais il n'y a pas d'identification, donc je ne suis pas empathique. Au contraire, si je dis « Ça aurait pu être moi, parce que ça peut arriver tout le monde d'être au chômage, ou d'avoir eu des antécédents sociaux compliqués, là je suis empathique. » Vous comprenez le truc ou pas? Du coup, moi j'ai choisi comme exemple, j'aime bien mettre des exemples pour qu'on comprenne bien les enjeux, d'accord? Et qu'on voit que cette théorie philosophique que je montre, identification, empathie, ça s'applique très concrètement dans les médias, d'accord? Le rôle du média, s'il veut créer l'empathie, il montre ils sont comme vous. Quand un soldat de Tsahal meurt, vous avez le droit de savoir qu'il aimait le foot, qu'il a des enfants, etc., etc. Pour montrer qu'il a des points communs avec vous. Soyez empathique du soldat de Tsahal, par exemple. Par contre, quand un jeune maghrébin se fait tuer dans un quartier, on va insister sur ce qui vous distingue de lui. En en accentuant sur tous ses défauts possibles, mais on en a tous des défauts, il faut bien se le dire. Hein. Donc là, je vous rappelle, j'ai mis l'exemple de l'assassinat de Naël par la police. Vous vous rappelez de ça? Eh bien, quelle est la stratégie médiatique? Ça va être de dire attention, c'est pas un enfant, non c'est pas un enfant, ça pourrait pas être votre fils, c'est une petite racaille, c'est ça qu'ils vont dire, c'est un délinquant, qui a un casier judiciaire, etc., etc. Ils vont essayer de faire en sorte que vous vous séparez émotivement de cet enfant,
que les gens qui regardent la télé puissent pas se dire ça pourrait être mon gosse, donc j'ai envie de lutter contre ça. Et qu'ils puissent se dire non, ça pourrait pas être mon gosse, parce que mes gosses ils sont bien élevés, eux ils font pas de bêtises, ils roulent avec le permis, etc. etc., etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez, la rhétorique elle a pour but de susciter des émotions soit révolutionnaires, soit contre-révolutionnaires. Et ces émotions-là, c'est lesquelles? C'est l'empathie, soit on la valorise, soit on la brise. Et là, c'est une stratégie, briser l'empathie, et ben on va diaboliser une victime, par exemple. J'aurais pu mettre avec les agressions sexuelles. Ah non, mais elle, vous comprenez, elle l'a un peu cherché, elle n'est pas comme vous. Et femme, soyez pas solidaire, parce que elle est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est bizarre, etc. Vous connaissez tout ça, vous voyez? En fait, ces stratégies rhétoriques, c'est ce qui nous est appliqué tout le temps, d'accord? Et ça part des émotions humaines, qui sont révolutionnaires, ou au contraire contre-révolutionnaires. Voilà. Je pense pour ça, c'est bon. Merci. Alors, là, c'était le grand A, j'ai parlé des émotions. Maintenant, je passe à un autre sujet qui se lie encore à ça, c'est comment on lie des groupes sociaux, ou au contraire, comment on les oppose. D'accord? Et du coup, là, on arrive à un autre problème, ça va nous lier à notre texte 0 de Bourdieu, c'est comment on nomme le monde social. D'accord? Il y a un monde social, il y a des manifestants, il y a des policiers, il y a des patrons, il y a des ouvriers, etc., etc. Ça, le monde social. Et comment on le nomme? C'est ça la grande question politique, vous voyez? Et même le courant marxiste, qui inspire souvent la gauche, il a une nomination du monde social. Prolétaire bourgeois, par exemple. C'est nommer le monde social. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et en fait, chaque courant politique a une manière de nommer le monde social. C'est ça dont on va parler. Dans le but... J'attends un petit peu, ça ne me dérange pas? Oh non. Parce que je pense que je vais un peu vite parfois en plus. De toute Je manière, parle un peu vite? Il n'y a pas de Non, T'éthique. une éthique journalistique. La camarade, elle en parlera mieux. Moi, je suis pas dans le monde du journal. Et après, on en parlera avec la camarade. Je parle un peu vite, c'est ça? non. Mais là, tu peux faire des coupes. Mais moi, au montage, je vais couper ça, quoi. T'en fais pas. Du coup, je reprends. Mais pas la question de base, c'est qu'est-ce qui motive les agents sociaux à faire de la politique? J'ai parlé de la question des émotions politiques, notamment de l'empathie. Et là, maintenant, je parle des alliances. Parce que la politique, c'est toujours collectif. Donc, comment on allie ou on divise les différentes franges des classes subalternes, des classes laborieuses, d'accord? Je disais que du coup, c'est comment on nomme le monde social qui va être important. Alors, j'ai mis par exemple un conflit politique classique. Quand Netanyahou, moi j'ai pris cet exemple-là parce qu'à Perpignan, c'est quand même ça qui fait vivre la vie politique en ce moment. Quand Netanyahou bombarde les Palestiniens, comment on va nommer les Israéliens qui les bombardent? Il y a plusieurs nominations. Il y a des nominations racistes, si on dit les Juifs par exemple. Nomination raciste. Est-ce que ça permet quelle alliance, ça, de les nommer de manière raciste? Bah, pas l'alliance avec les camarades juifs par exemple. Vous voyez? Si le JFP peut être si présente dans le mouvement social, c'est parce qu'on n'a pas choisi ce mot-là, nous, en marxiste. On choisit plutôt colonialisme, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce qu'on dit c'est des colons, ou est-ce qu'on dit c'est des juifs? Si on dit c'est des juifs, c'est une lecture raciste du monde, il faut le dire. Une lecture raciale du monde, donc raciste, et qui divise les décoloniaux. Entre ceux qui seraient juifs, ceux qui ne seraient pas, ceux qui seraient solidaires ou pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors que le vocabulaire politique qu'on choisit en militant, généralement, c'est plutôt les colons. Parce qu'un colon, tous les gens qui sont contre le colonialisme peuvent être contre. Et généralement, si t'es pour l'égalité, t'es contre le colonialisme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc il y a différentes manières de nommer les conflits sociaux qui impliquent différentes alliances et qui changent tout. Et c'est pour ça que quand on prend le micro en manif, on n'y va pas au hasard généralement. On se dit attends, choisis quel mot? Parce qu'en fonction des mots qu'on dit, on peut écarter des gens et en rapprocher certains. D'accord? Et le rôle du politique, du militant, mais aussi du journal militant, ça va toujours être de choisir le bon vocabulaire pour créer les bonnes alliances de classe. D'accord? Pour pas diviser les classes qui subissent le capitalisme ou le colonialisme en leur sein. Et au contraire, le rôle des médias, c'est de quoi? Ils vont jamais dire ça, colon. Ouvrez la télé, on va jamais dire colonialisme. Sauf si c'est un militant un peu fou qui y va. Généralement, ils vont dire quoi? Ah, les musulmans, les juifs se disputent. Mais on sait très bien que ce n'est pas du tout ça. Vous voyez? On peut nommer de différentes manières le conflit social, enfin le conflit social, ce génocide comme on veut. On peut nommer de différentes manières le génocide, et en fonction de ça, on construit différents groupes sociaux qui vont se mobiliser, et du coup différentes luttes. Ok, vous comprenez? Ça va? Bon. Alors j'ai mis un... Il faut choisir le bon mot pour parler du groupe social vers lequel on dirige sa colère. Quand on parle de Netanyahou, c'est on dirige sa colère sur lui. La lecture marxiste, on voit dans Netanyahou, non pas un juif, mais un colon, évidemment. Elle parle de rapports sociaux et non d'ethnie. Cette lecture permet ainsi l'alliance avec les camarades juifs de l'UJFP, je donne cet exemple-là pour parler d'un truc très concret. Eh bien, c'est nomination du conflit social, c'est ça le concept, d'accord? Par les classes sociales, c'est marxiste, par l'ethnie, c'est raciste. Et souvent, le nationalisme va jouer un peu là-dessus aussi.
D'accord? Si tu utilises le mot sioniste, Alors sionisme, moi je pense que sionisme c'est quoi? C'est une forme de colonialisme. Je pense que le mot sionisme, il sous-entend plus colonialiste quand même. Enfin, ça n'a rien à voir avec le judaïsme, parce qu'il y a justement plein de juifs ne sont pas sionistes, et plein de sionistes ne sont pas juifs. Et des évangélistes aux États-Unis qui eux sont totalement sionistes. Donc moi je dirais que sionisme c'est comme le mot colonialisme. Après moi, vu que je suis un, je sais pas, moi j'aime bien le mot colonialisme, c'est mon mot à moi, mais bon. C'est un poil au-dessus quand même. Sioniste, c'est un poil au-dessus. Il y a une notion de fascisme aussi là-dedans. Ouais. Mais est-ce qu'il peut y avoir un colonialisme qui n'est pas fasciste? Ou pas raciste? Quand je dis ah mais nous on est plus civilisés que vous donc on prend vos terres, généralement c'est que bon il y a un peu de racisme derrière. Mais moi je n'ai aucun problème avec le mot sionisme. ils sont révisionnistes, ils sont négationnistes, ils sont... Ouais, le sionisme c'est vraiment du mal. Moi perso je les appelle les sions. Voilà, moi je pense que les sionistes c'est pas un mot qui me dérange tant que c'est une identité qui est décoloniale et je pense que c'est le cas tout le temps parce que le sionisme est un colonialisme donc c'est pas un mot qui me dérange du tout, hein, bien sûr. Aujourd'hui les médias tentent de faire croire que le sionisme... Faudrait terminer. Le débat, tu n'étais pas là quand j'ai expliqué, mais le débat c'est après. Hein. Ouais. Après des fois c'est sur le tenté et là c'est maîtrisé pour l'instant, je trouve ça va, on est d'accord. Ça va. Tant que ça part pas en cacahuète. Ouais. Sans ces 3 minutes comme ça, je trouve ça va pour des remarques, c'est tac au tac, c'est pas, on n'est pas parti d'une grande discussion. Du coup, je continue. Voilà, merci. Du coup, moi je parle aussi de la nominalisation du conflit social. On a vu la lecture marxiste, bourgeois prolétaire, il y a aussi une lecture raciste qui va diviser ça, et qui existe depuis au moins un siècle, hein, enfin même depuis sûrement plus longtemps. Mais les nazis, c'était leur stratégie politique. Le peuple allemand contre les juifs, par exemple. Vous voyez? Donc on va lire ensemble. La victoire populaire implique l'absence de division entre les différents éléments des classes laborieuses. D'accord? L'irradiation du vocabulaire raciste empêche l'identification entre les éléments de cette classe. D'accord? Vous comprenez le truc ou pas? Et c'est ce qu'on voit en France. Pourquoi en France les prolétaires se font rouler dessus par la bourgeoisie qui a réussi à doubler sa part du PIB? Avant ils avaient 20% du PIB, les 500 plus points de fortune, maintenant c'est 42%. Pourquoi ils y arrivent? Parce qu'il y a un parti qui s'appelle le RN qui a pour principale fonction de véhiculer son vocabulaire raciste. Jamais Bardella parlera de 5 minutes du travail. Les 5 minutes du racisme, du migrant, de l'OQTF, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Plus les autres. Plus les autres, bien sûr. Et vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Autrement dit, les classes laborieuses perdent quand dans leur tête, elles n'ont pas les mots des classes laborieuses, exploiteurs, classes laborieuses, profit, capital, mais qu'elles ont les mots des adversaires. Immigrants, OQTF, racailles, etc. Tous ces mots-là qui sont détestables. Hein. Vous comprenez le truc ou pas? Donc voilà comment le vocabulaire peut diviser une classe et la faire perdre la lutte. D'accord? Alors là, j'ai cité du Roussel. Hein. Frange radicalisée des quartiers périphériques. Voilà comment ils nomment les travailleurs. Un marxiste nomme ça les travailleurs. C'est ça le mot marxiste qu'on met dessus. Lui choisit comme mot frange radicalisée, en sachant que radicalisé a une signification islamophobe ici, hein, d'accord? Des quartiers périphériques islamistes. Ok. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est qu'il va réduire les travailleurs à quelque chose qui fait peur aux autres travailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? L'émotion qui suscite, c'est la peur vis-à-vis des camarades de lutte, en fait, pour diviser le prolétariat et faire en sorte qu'on n'avance pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors islamiste, c'est pas Roosevelt qui le dit aussi, mais ça c'est sur un média classique. Hein. Ce sont des expressions courantes qui déshumanisent une frange du prolétariat, parce qu'islamiste, dans leur tête, ça veut pas dire simplement que tu es croyant, ça veut dire que tu vas instaurer une sorte de califat et que tu vas couper les mains des gens. Dans la tête des médias, c'est ça qu'ils font entendre. Hein. Dans le but justement d'empêcher les solidarités entre les différents groupes de la classe ouvrière. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Au contraire, parler d'anticolonialisme, c'est dire on est tous sensibles, même si ça touche une frange du prolétariat, on est sensible à votre cause. Vous voyez? Le but, c'est pas de réduire ça qu'à ce qu'on aura en commun, c'est aussi de rendre sensible aux souffrances des camarades. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà pour le vocabulaire et le rôle qu'il peut jouer dans la division, et j'ai pris l'exemple du racisme. On peut continuer. Alors, nomination marxiste, bourgeoise, nationaliste. D'accord, je choisis 3 nominations classiques. Marxiste, j'en ai déjà parlé, travailleur, exploiteur, c'est plus classique, ou bourgeois, prolétaire, hein, c'est la même chose. Alors, dans les travailleurs, dans les marxistes, on range aussi les gens au chômage. Hein. D'accord, bien sûr. Qui sont souvent de la classe des travailleurs. Ils vivent que de leur travail. Et quand ils n'ont pas de travail, ils vivent de la solidarité des camarades, des autres travailleurs. D'accord? Exploiteurs, au contraire, ils vivent du travail des autres, qu'ils exploitent par définition. D'accord? Alors, nationalistes, français, étrangers, ils peuvent même mettre les mots qu'ils veulent. Musulmans, OQTF, immigrés, etc. Vous connaissez tout ça, d'accord? Bourgeoisie classique, travailleurs assistés. Et bien sûr, ils peuvent faire des mix. Les OQTF sont des assistés, enfin vous comprenez, ça marche aussi. D'accord? Vous comprenez bien? Ça va? Ça c'est un exemple, donc je passe pas plus de temps dessus. On peut passer à la suite. Alors, j'ai pris un cas d'étude historique aussi. J'aime bien montrer aussi que ça, c'est pas nouveau. D'accord? Pour montrer tous les enjeux. Là, c'est un discours de Goebbels. D'accord? C'est le ministère de la propagande d'Hitler. C'est un nazi. Ok?
Est-ce que vous voulez que je lise moi, que vous voulez qu'on lise chacun dans sa tête, vous préférez quoi? Parce qu'il y aura un peu de lecture des fois. Je lis moi. Le juif, alors qu'est-ce qui se passe, le contexte? C'est qu'il y a un homme appelé Greenspan, d'accord, en 1938, sous le nazisme, qui a tué un ambassadeur allemand. D'accord? Pourquoi il l'a tué? Ses raisons, c'est que justement, il en avait marre, il détestait les nazis. En 1938, on commence un peu à résister, voyez-vous. Voilà comment Goebbels a appelé le meurtre. Donc il dit, le juif Greenspan. Qu'est-ce qu'il précise volontairement? Sa judéité, d'accord, a expliqué avoir voulu viser le peuple allemand. Ce peuple allemand a maintenant administré une réponse. C'est la nuit de cristal qui a tué 91 juifs, qui n'ont rien à voir avec le meurtrier, imaginez bien. Adéquate par l'intermédiaire du gouvernement. Il s'est, en tant que peuple, défendu face à une race qui, par l'intermédiaire du juif Greenspan, a tiré sur un représentant diplomatique allemand. C'est flippant parce que Netanyahou dit la même chose. Oui, mais même, moi je mets ça à mes élèves au lycée, et quand j'ai un élève un peu lucide, il dit, mais monsieur, ils font pareil avec les musulmans en France. Quand une personne d'origine maghrébine fait quelque chose, ils vont bien préciser volontairement. Pourquoi? C'est pas un hasard, c'est une stratégie politique qui a pour but, quelle est la signification de ce qui se passe? Est-ce que c'est quelqu'un d'un peu fou qui a fait quelque chose? Non. C'est son identité religieuse qui le pousserait à faire ça. Vous comprenez? Aucun mot n'est anodin en politique, c'est ça qu'il faut bien dire. Les mots rentrent dans la tête des gens et leur créent des émotions qui vont les faire accepter le pire. Vous voyez bien ce que je veux dire ou pas? Et du coup, là, on voit bien que son vocabulaire de nazi, nationaliste, c'est de dire c'est de la judéité contre l'Allemagne. Autant qu'en France, quand il y a une fois par an, parce qu'ils attendent à chaque fois, il faut qu'ils patientent pour avoir leur attentat et puis pouvoir faire de la propagande pendant un mois, et bien ils vont bien préciser la religion de la personne, comme si c'était ça qui était signifiant, alors pas du tout. Là, vous comprenez bien le truc ou pas, l'exemple? Ça va? Bon, très bien. Alors, ce qu'on voit bien, comme conclusion de ça, plus conceptuelle du coup, la lutte des classes, ça devient une lutte sémantique. Une lutte de comment on nomme le monde. D'accord? Il y a des nominations du monde qui vont se battre. Comment on appelle ce qui vient de se passer? Est-ce qu'on dit génocide ou conflit? Et là voilà, les classes vont essayer d'imposer leur nomination pour inciter à des réactions et à des luttes ensuite. D'accord? Donc il n'y a pas lutte de classe sans lutte sémantique. Quand des gens sur un plateau télé se battent pour savoir quel est le bon mot à mettre, c'est pas anodin. Tout se joue là. Hein? Quand ils allaient chercher, du coup LFI je parle de ça, quand ils allaient chercher Mélenchon, dites que les résistants palestiniens sont des terroristes. Dites-le, dites-le, dites-le. Pourquoi? Parce que si on dit que c'est des terroristes, on dit qu'il faut tous les massacrer. Et qu'il n'y a plus de génocide. Et qu'il n'y a pas de génocide, c'est qu'un petit conflit entre des terroristes, tu sais, qui seraient surarmés. Bon, généralement, au mieux, ils ont des bazookas. Au mieux, au mieux. Les autres ont des bombes en face. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc en fonction du mot qu'on met dessus, tout change. Et c'est pour ça que, dès que Mélenchon n'a pas dit terroriste, ils se sont dit, ok, là c'est le moment, on va le bombarder. Et la lutte, c'est fait sur ça. C'est une guerre de position. Et c'est normal, il faut le prendre au sérieux. Hein. C'est faut pas dire, mais il a qu'à le dire, on nous foutra la paix. Si on pense pas avec nos mots, si on pense avec les mots de l'adversaire, on lutte plus avec nos mots et on va aller faire les manifs avec eux après. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon. Il y en a qui le font, parce qu'ils ont lâché tous nos mots aussi. D'accord? Organiser sa classe, c'est imposer une nomination capable de créer l'alliance entre les différentes franges des classes laborieuses contre les exploiteurs. D'accord? Donc il faut trouver les bons mots qui vont créer l'alliance de classe. Ok? Voilà, voilà. Je pense qu'on est bon sur ça. Alors maintenant, la question qu'on peut se... Alors ça c'est un autre exemple que j'ai mis. J'en ai mis beaucoup, mais je trouve ça bien d'en mettre. Désolé, je me suis trompé. Je viens C'est Apolline de Malherbe qui t'a... Désolé, désolé, ouais, ça me fait de la peine d'être trompé, c'est pas non plus rien. Mais je m'excuse, merci Aurore de me remettre l'ordre. Je me suis trompé, j'ai fait... Tu peux peut-être pas changer, mais du coup... Parce que du coup, on est au QTF, j'y vois... Ouais. Le meurtre de Philippines, une signification politique. Attention, hein, le but c'est pas de dire, il faut juste qu'il y ait des faits, on ne met pas de mots. Il faut trouver les bons mots. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le bon mot à mettre? Quelle est la bonne signification à donner? Quand il y a 122 femmes qui sont tuées par des hommes dans l'année, et que c'est la 123e, dire que c'est parce qu'il serait au QTF qu'il ait fait ça, c'est juste une lecture raciste du monde, faut le dire. C'est pas plus compliqué. Vous voyez, tout le monde a une signification. Quand on dit que c'est un féminicide, on n'est pas neutre politiquement. Mais c'est parce que c'est la meilleure nomination qui est plus cohérente avec l'ensemble de la société. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il ne s'agit pas de dire, on met pas de mots, on a qu'à mettre juste des images. Ça n'aurait pas de sens. On mettra des mots quoi qu'il arrive, les gens en mettront quoi qu'il arrive. Ce qui compte, c'est de mettre les bons mots, ceux qui ont la signification politique qui paraît la plus pertinente par rapport à ce qui se passe. Et quand un homme tue une femme en France, et que ça arrive régulièrement, d'accord, il y a eu des féminicides, là, il y en a 122,
Bah, c'est que c'est en tant que femme qu'elle est tuée, et non pas en tant que française, parce que les migrants vont tuer tous les Français, ça n'a aucun sens. Et le fameux mot qui a été inventé, francocide. Voilà, exactement. Pour bien appuyer la partie raciste du truc. C'est ça, eux ils veulent tuent inventer parce un mot, qu'on est c'est français. Voilà, c'est en tant que français, les gens viendraient, ils traverseraient la mer en Ils crawl veulent comme juste ça, tuer des Français. pour tuer des Français, Voilà. c'est une vision du monde qui est complètement arbitraire, Ouais, donc ouais. complètement absurde. Mais n'empêche, vous voyez, ils veulent imposer leur vocabulaire, parce que ça change tout. Et créer Et des qu'est-ce mots. qu'ils font quand ils disent francocide? Ils font des, vous avez vu, ils font des manifestations dans les quartiers, ils cherchent des maghrébins à taper. C'est ce qu'ils font. Vous vous rappelez, à Romans-sur-Isère, c'est ce qu'ils font. Donc, vous voyez, en fonction de comment on nomme les choses, même quand il y avait une bagarre à Romans, et qu'il y avait un jeune homme qui a été tué malheureusement, et paix à lui, hein. Comment on va nommer? Est-ce que c'est une bagarre, justement, une bagarre qui tourne mal? Ou est-ce que sinon c'est des maghrébins qui cherchent à tuer des blancs, parce qu'ils font que ça de leur vie finalement dans la tête des médias? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vraiment, les mots, ça change tout. Et voilà, c'est un autre exemple de ça. Je lis quand même, nommer cela crime par un OQTF, c'est voir la responsabilité non dans le patriarcat, mais dans le statut d'immigré, dans une origine ethnique, c'est-à-dire de manière raciste l'événement, évidemment. Lui donner une signification féministe consiste à nommer cela un féminicide, dire qu'elle est tuée en tant que femme. Et je parle de ça parce qu'il y avait un camarade qui s'appelle Hugo Mazouz qui est pas là, qui a fait une vidéo sur internet où il listait toutes les femmes et il la mettait dans le lot, et du coup il donnait une autre signification. Et le travail politique et médiatique, c'est aussi ça, imposer son vocabulaire. Dire attention, c'est pas un francocide, c'est un féminicide, ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. D'accord? Voilà, merci. Maintenant la question qu'on se pose, c'est la prochaine diapositive, c'est bon, très bien, il y a une guerre de nomination, il y a une lutte verbale, mais comment on la gagne? Parce qu'on est des militants, on va pas dire ah bah en simple constat, c'est très bien, on est content d'avoir appris. Le but c'est de dire comment la lutte verbale se gagne, comment on la mène, comment on réussit à imposer nos mots. D'accord? Maintenant c'est ça notre question à nous. Je l'ai mis, comment imposer ces nominations? J'imagine que vous avez déjà des idées là, Tim. Moi je vois que vous n'êtes pas... Moi je sais. Ben, en les répétant en permanence. En les répétant, donc il faut des lieux où les répéter. Hein? Oui. On peut passer à la prochaine s'il te plaît, Nicolas? Ouais. Il faut des lieux où les répéter, et ça c'est théorisé par Gramsci, vous connaissez Gramsci ou pas? Philosophe marxiste italien, d'accord, qui a fondé le Parti communiste italien, d'accord, en 1921, d'accord. Il a été ensuite emprisonné, 1918, ensuite emprisonné par Mussolini, il a passé sa vie en prison, et tous les textes qu'on a de lui ont été écrits en prison, d'accord. Il est sorti, il est mort le jour de sa libération. Ils ont dit il va crever, allez qu'il aille crever dehors. Non vraiment c'est dégueulasse, hein. C'est dégueulasse. Il est mort le lendemain, pardon, pas le jour, mais le lendemain de sa libération, d'accord. Voilà, et toute sa vie en prison, il commande des livres. Alors ils disent, pas de livre de Marx par contre, interdit, c'est un livre révolutionnaire. Donc il commande les adversaires de Marx citent Marx, et il lit à travers les citations Marx, comme ça. D'accord? Et il écrit des cahiers comme ça, et les conditions de détention, hein, vous n'êtes pas bien logé, on a un petit bureau, les beaux fauteuils qu'on a là aujourd'hui, c'est pas le cas. Hein. C'est tout pourri, il écrit ça comme ça, une œuvre qui fait un monument, quoi. Et c'est, enfin voilà, c'est pour lui rendre un peu hommage que je dis ça. Du coup, il dit, foyer d'irradiation linguistique. C'est les lieux où on peut enfin répéter nos mots. Moi j'ai envie de faire un petit jeu avec vous, est-ce que ça vous dit, et si on essaie de trouver ça? Quels sont les lieux où on peut répéter des mots politiques? On peut véhiculer notre vocabulaire politique. Les manifs. Manifestation. Bistrot. Au bistrot, pourquoi pas? On appelle ça les conversations. Sur les réseaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, alors Gramsci n'a pas parlé, désolé, il n'a pas Facebook. Désolé. Les lieux culturels. Les lieux culturels, Les bouquins, oui. dans les, alors, l'écriture dans de les livres, Les réunions politiques. les réunions politiques, il la cite explicitement celle-ci. Il dit les écrivains, c'est comme les livres. Il cite les radios. Évidemment, les radios, la télévision, les journaux. Les journaux, d'ailleurs, il crée un journal de mémoire, c'est l'Ordino Novo, mais je suis plus sûr. Donc, d'ailleurs, vous comprenez, je peux afficher la prochaine, du coup, je vais les lister. Donc j'ai mis une liste, et ça c'est important, d'accord? La lutte politique, c'est aussi là qu'elle se joue. Alors il y a l'école. Un prof, il est écouté, il dit des mots. Il fait des choix de vocabulaire, un prof, il parle pas au hasard, d'accord? Donc l'école, évidemment. Les journaux, évidemment aussi, notamment à l'époque. D'ailleurs, pour parler des journaux rapidement, vous savez, tous les grands leaders marxistes, ils commencent par Marx, c'est la Nouvelle Gazette Rhénane. Il a un journal dans lequel il écrit régulièrement. Lénine, c'est l'Iskra. Et Gramsci, c'est l'Ordino Novo. Les écrivains, ceux qui écrivent des livres, comme d'ailleurs les leaders du mouvement marxiste, hein. Les théâtres et cinéma, quand vous allez voir un film, il y a du vocabulaire, etc. La radio, et j'ai mis télévision après, lui il n'a pas mis télé parce que c'est pas à l'époque, d'accord. Les réunions politiques, comme on est en train de faire actuellement. Les conversations, sur le lieu de travail, dans une manif, alors vous avez dit au bistrot, pourquoi pas. Le repas de famille du dimanche. Le repas de famille du dimanche, nerf de la guerre de la politique, c'est Avec vrai. tonton facho. Avec tonton facho là, on va voir qui impose son vocabulaire. Les réseaux sociaux, j'ai mis, je sais pas, quand je mets point d'interrogation, c'est que c'est pas lui qui l'a mis. Oui. Mais on est bien d'accord que, évidemment, aujourd'hui, quand vous êtes sur TikTok, vous êtes exposé à un vocabulaire politique, que vous le vouliez ou non. D'accord? Et les manifestations, évidemment, il l'a pas mis, je trouve que c'est dommage, mais bon, réunion politique, peut-être qu'il rangeait ça là-dedans. D'accord, ça, vous comprenez? C'est pas mis la prison non plus.
Pardon? Il n'a pas mis la prison non plus. Ah, en prison, en tant qu'écrivain. Il a continué cette bataille en prison en tant qu'écrivain, dès qu'il a écrit ses cahiers. Je sais pas comment il a réussi à les faire sortir, ces cahiers d'ailleurs, mais bon. Voilà, donc, petite citation que j'ai mis, il faut empêcher ce cerveau de fonctionner pendant 20 ans, dira le procureur. D'accord? Parce que ces mots-là, ils sortent pas du ciel, les mots qu'on choisit pour mettre sur les réalités. Ils sortent d'une réflexion politique, ou d'un cerveau humain. D'accord? Voilà. Alors, juste... désolé, je suis un peu trop vite. Dans Gramsci, il y a deux concepts clés. Il y a hégémonie culturelle qui est plus connue, j'en ai pas parlé aujourd'hui. L'hégémonie culturelle, c'est quand vous réussissez à faire en sorte que ce soit vos mots avec lesquels pensent les gens, tout simplement. J'ai l'hégémonie culturelle quand le vocabulaire commun, le sens commun, les gens lambda qui sont même pas politisés, spontanément, ils parlent notre langage. Spontanément, ils vont dire les exploiteurs. Le jour où ça arrive, c'est gagné. D'accord? Pour Gramsci, la lutte politique, elle se gagne par un gouvernement gère un pays de deux manières. Soit le consentement, et ça c'est l'hégémonie culturelle, tout le monde pense comme lui, soit la coercition. Quand Macron n'arrive plus à avoir le consentement, qu'est-ce qu'il fait? C'est les flashballs, boum. D'accord, qu'on est. Les gilets jaunes ne parlaient pas le même vocabulaire que Macron, il a fait quoi? Il les a réprimés. D'accord, vous comprenez le truc ou pas? Donc c'est soit le consentement, soit la coercition, le mieux c'est d'avoir les deux. Si vous n'êtes que la coercition, ça a un coût économique, il faut que les gens acceptent ça, ça peut les exciter encore plus, vous voyez, c'est un risque pour un politique de faire que de la coercition. Tu dépends de ta police, donc tu dois tout lui céder après. Et c'est ce qu'on a vu aussi avec Macron un petit peu. Hein. Macron à la base, c'était pas... Enfin moi je pense qu'aujourd'hui, je parle comme ça, je suis une parenthèse d'une minute. Macron, on a tous vu qu'il s'est bien fascisé quand même, on est tous d'accord là-dessus. Et pourquoi? Parce que les bourgeois sont obligés de compter sur la police. Et ben au bout de 3 ans, tu comptes que sur la police. Ceux qui décident après. Tu leur demandes de réprimer tout le pays. Donc après, bon bah ok, vous voulez quoi, je signe. Hein. Parce que Macron, maintenant, s'il n'y a pas Le Pen derrière et la police derrière, c'est plus rien, il pèse 15%. Non mais c'est vrai. Donc voilà, les bourgeois au début, ils arrivent avec un grand sourire libéral. Ça peut être, désolé, mais ça peut être Hollande, ça peut être Guzman, ça peut être Macron. Hein. Grand sourire libéral, nous on va faire comme Macron, mais en plus gentil. Bah oui, mais Macron, il n'a pas choisi d'être méchant, il a été nécessairement, il a dû l'être pour protéger la classe qu'il défend, la bourgeoisie. C'est comme ça. Hein. Bon, voilà. Hégémonie culturelle, j'en ai parlé. Foyer d'irradiation linguistique. Mais la question qu'on peut se poser, avant de passer à la prochaine diapositive, est-ce qu'on est égaux face à ces lieux-là? Non. Face à aucun. Mais il y en a encore plus que d'autres. Parce que l'école, moi je dis aux gamins, mais... C'est dangereux l'école. Moi je suis prof, donc je sais à quel point ça peut être, on peut véhiculer son vocabulaire. Hein. Samuel Paty, il a laissé la vie. Ouais, mais bon, quand même, c'est pas tous les jours non plus qu'on vit ça. Hein. Oui, mais bon. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un lieu aussi d'école, un lieu de pouvoir, où l'enseignant peut mettre le vocabulaire qu'il souhaite sur les réalités. Et les enfants, la parole des enfants, elle fait moins autorité que celle de l'enseignant, par exemple. C'est pas que c'est grave ou bien, hein, mais c'est un lieu de pouvoir, c'est comme ça. Moi, j'en suis bien content parce que ça m'arrange. Les journaux, est-ce qu'on est égaux face à un journal? Moi, je peux pas acheter un journal du jour au lendemain. Bolloré, il achète Valeurs Actuelles, il achète ce qu'il veut. C'est peut-être pas Bolloré, Valeurs Actuelles, lui, c'est le journal du dimanche, lui. Vous voyez bien ou pas? Ces lieux-là, ils demandent des financements. Les journaux, c'est acheté par Bolloré, par exemple. Les écrivains, l'édition achète. Ça demande une économie de faire un média. Et l'économie, qui est-ce qui peut se payer des médias? Les classes dominantes, les capitalistes, les colons, etc. Qui eux ont l'argent pour le faire. On met bien un truc ou pas? Donc la lutte verbale, elle se joue ici. Mais personne n'est neutre par rapport à ça. Parce qu'il faut posséder les moyens de diffuser ces idées. D'accord? On peut mettre la prochaine diapositive. J'ai mis ça, alors j'ai mis TF1, j'aurais dû mettre CNews ou BFM, c'est plus qu'on parle de trucs... Parce que le c'est qu'il y a des gros locaux. Ça s'achète tout ça. Ça a un coût économique. Même la base d'un média, ça reste des travailleurs. Mais les travailleurs, il faut bien les faire bouffer. Il faut les payer. Là, je suis dire ou pas? Autrement dit, avoir un média, mener la lutte verbale, ça demande des sous, de l'argent, du capital. Et c'est pour ça que les capitalistes gagnent souvent la lutte verbale. Parce qu'ils ont les moyens de la gagner, économiquement. Si vous voulez, ça vous dit, on lit un peu les textes ensemble, ça vous dirait ou pas, j'en ai distribué. Je sais pas s'il y en a au moins un pour deux. Ça vous dérange pas de lire des trucs ensemble? J'ai fini dans 20 minutes, un maximum. Alors, vous préférez qu'on lise chacun dans sa tête? Des fois, moi j'en ai pas, donc j'aimerais bien que vous lisiez. Allez. Je vais lire rien dans ma tête. Le but c'est de faire un peu de lecture pour inviter à lire plus. On va pas faire une grande analyse de texte et tout, on n'est pas à l'école quoi. Je saute le texte 0, c'est Bourdieu, qui parle justement que la politique c'est faire ou défaire les groupes en fonction des mots qu'on met sur les choses. Ça on l'a déjà vu tout à l'heure, j'en reviens pas dessus. Texte 1, Marx, l'idéologie allemande. C'est voilà, un texte marxiste. Hein. Marx, vous le connaissez, c'est celui qui a pensé justement la lutte contre le capitalisme, que les prolétaires étaient une classe révolutionnaire, qu'elle allait pouvoir peut-être récupérer les moyens de production et mettre une certaine égalité entre les humains. Je lis le texte.
à toute époque, les idées de la classe dominante sont les idées dominantes. Donc il dit, la classe qui domine, elle réussit aussi à dominer idéologiquement. Pourquoi? Autrement dit, la classe qui est la puissance matérielle dominante de la société est en même temps la puissance spirituelle dominante. La classe qui dispose des moyens de la production matérielle dispose en même temps de ce fait des moyens de la production intellectuelle. Si bien qu'en général, elle exerce son pouvoir sur les idées de ceux à qui ces moyens font défaut. Je sais que c'est dur à écouter quand je lis, donc je commente un petit peu vite fait. Hein. Et je ne lirai pas plus parce que c'est un peu... Quand on lit avec eux tous en même temps, c'est pas facile. Il reste plus grand-chose. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Moyen de la... Il reste plus grand-chose après ça. Hein. Est-ce qu'il reste grand-chose après ça pour les prolétaires en général? C'est-à-dire, ils sont foutus avec tout cet aspect extrêmement intellectualisé, intellectuel et intellectualisé, qui passe à des trucs au-dessus de la plupart des travailleurs. Vous voulez dire que c'est pas compris? Vous pensez que la question que vous posez, c'est est-ce que les prolétaires arrivent à comprendre la théorie marxiste, par exemple? Si, ils peuvent y arriver, certainement, mais ils la pratiquent. La pratiquent sans peut-être le savoir que c'est ce qu'ils font, mais ils la pratiquent. Alors, je fais juste une parenthèse, je réponds vite fait. Hein. Est-ce que le prolétariat arrive à comprendre les grandes théories marxistes? Moi, je dirais oui, même les marxistes disent oui. Vous savez, le manifeste du Parti communiste écrit par Marx, c'est fait pour être lu par des prolétaires, et c'est un des livres les plus vendus. Mais ceux-là, ils le comprennent mieux. Oui. Et même Engels disait un truc, Engels, c'est le copain de Marx, hein. Il disait, les prolétaires sont souvent bien plus savants que les bourgeois. Pourquoi? Parce que les prolétaires ont intérêt à comprendre le monde. Les bourgeois, ils en ont rien à foutre. Les bourgeois, ils sont comme ça. Demandez à un bourgeois qu'est-ce qui se passe en Palestine, il sait pas, il en a rien à foutre. Demandez aux gens qui vivent dans leur Chersa, ils connaissent toutes les villes. Parce qu'ils disent, ah, il y a mon cousin, il y a machin, etc. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc les prolétaires, moi je dirais, avec Engels, je suis d'accord avec lui, connaissent bien mieux le monde que les autres. Parce qu'ils ont intérêt à le connaître et ils le vivent pour de vrai, par le travail, pas par l'exploitation des gens. Les bourgeois, ils connaissent quoi? Les textes de loi pour baiser leurs prolétaires, ça ils connaissent bien, hein, le code pénal, etc. pour niquer les gens. Ou comment faire du bénéfice en décolocalisant X ou Y, ça ils connaissent, et c'est pas le monde réel ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ils connaissent la finance, ils connaissent leur petit monde à eux. Enfin moi c'est mon avis. Donc moi je pense que ça c'est compréhensible, juste des fois je parle un peu vite et c'est... Ok. Ouais. Je veux dire aussi que avant, les mouvements de gauche se chargeaient d'éduquer les militants, les ouvriers. Justement, l'idée de dégager du temps, c'était aussi de prendre du temps pour apprendre, pour connaître, pour savoir. Et ça faisait partie des projets de tous ces partis qui étaient de gauche. Hein, totalement. Totalement. Mais je pense que, ouais, ouais, totalement, merci. Ouais, je ferme la parenthèse, mais merci de l'avoir ouvert, c'est intéressant aussi. Et même, pour moi, c'est totalement dans le débat. Le rôle du journal, du média, quand on parle des mots-clés, moi je parle beaucoup de la nomination des mots qu'on met sur les choses, mais ça, c'est des choses qui s'apprennent, justement, vous voyez. Et je pense, justement, que le prolétariat est plus apte à accepter ces mots-là, parce que c'est des mots qui l'arrangent, au final. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et oui, je suis d'accord, tous les leaders politiques ont fait les... Oui. Un problème majeur, c'est justement l'acculturation politique, de plus en plus, et pas que chez les jeunes. Et ce manque de référence, qui entendez-vous parler de prolétaires, de lutte des classes? Personne. Par contre, la lutte des races, entre guillemets... Oh, le racisme, ça, tout le vocabulaire. Ça, par contre, tout le monde sait ce que c'est l'OQTF, c'est génial. Dans tous les médias mainstream, on en entend parler. Hein. Ouais, malheureusement, camarades, prolétaires, hein, lutte des classes, ce sont des termes qu'on n'entend pas beaucoup. Ouais, ça, même moi, des fois on me taquine, c'est qui ce fou qui dit camarade? C'est public. Hein, on l'a eu entendu beaucoup. On l'a eu entendu, mais on entend de moins en moins, c'est essentiellement que c'est fait, évidemment. Bataille sémantique. Bataille sémantique. Bon, je me permets de... Enfin, c'est vrai, il faut que je laisse un peu d'espace pour la camarade, hein, du coup, je me permets d'aller un peu vite, désolé de couper comme ça. Il y aura plein de questions à la fin, on pourra poser autant qu'on veut, donc retenez-les. Hein. Moi, l'expression qui m'arrange, je l'ai mise en gras, moyen de la production intellectuelle. Même le cerveau, il manque des moyens techniques, d'accord? Avoir un journal sur lequel j'imprime mes trucs, une télé, faire des reportages, des films, ça demande du sous, enfin des sous, du travail et des moyens de production. D'accord? Vous comprenez tout bas. Donc c'est ça le problème, c'est que face à cette lutte verbale, on part pas gagnant. Parce que nous, on n'a pas le capital ou notre vie, c'est pas d'exploiter les autres pour avoir plein de sous. D'accord? On est des travailleurs, c'est déjà ça. Après, ce qu'on a, c'est nos compétences de travail. D'accord? Quelqu'un qui travaille dans une imprimerie ou dans un endroit où il peut imprimer du papier, ça peut l'aider. Qui fait du montage. Par exemple, à l'Urgence Palestine, il y en a un, il est déter sur le montage. Il se construit une compétence. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça demande du temps. Est-ce qu'il a le temps pour le faire? Peut-être qu'il travaille à côté, j'en sais rien, mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? On dit, pour faire la lutte médiatique, la lutte verbale, ça demande des moyens économiques, des travailleurs et des moyens de production. Est-ce qu'on est égaux face à ça? Non. Est-ce que pour autant il faut dire bah c'est perdu? Non.
Nous, notre force, c'est le travail, on est des humains, une force de travail possible, et ben on se bouge les fesses, on écrit nos journaux, nos tracts, on vient avec des drapeaux, c'est aussi un symbole, par exemple politique, etc. Oui. C'est notre seule force à nous, nous on n'a pas les moyens. Désolé, je vais devoir... On en parle après si vous voulez, parce qu'après il faut que je laisse la place à... On peut constater qu'il y a une faillite des médias dits traditionnels. Ah mais ça on peut... Et que beaucoup de gens sont obligés d'aller sur Internet pour s'informer véritablement, et notamment à l'étranger, avec des sites anglophones, arabophones. Ou les médias, mais ça on en parlera peut-être après avec la prochaine conférence, c'est pour ça que je bloque un peu, hein, c'est pas moi... Voilà. Du coup ça, voilà, on peut passer à la prochaine diapositive, de toute façon c'est bientôt fini. Alors médias et capitalisme, voilà. Pourquoi ces gens-là achètent des médias? Pas pour faire du business pour le coup, c'est pour répandre leur vision du monde et gagner la bataille politique. D'accord, c'est évident. Bolloré Musk que vous connaissez, je m'arrête pas dessus. On connaît aussi leurs bouffons. Hein. On peut passer à la prochaine. Marx, idéologie, économie des médias. À toute époque, les idées de la classe dominante sont les idées dominantes. Pourquoi? Parce qu'ils ont les moyens de production de ces idées-là. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut abandonner. Hein. La bataille se mène et à nous de produire nos médias, nous. Alors, je voulais mettre un cas d'étude sur le Vietnam, mais là, il est 17h. Et moi, mon but, c'est que la camarade puisse parler aussi. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'ai le temps, arrête. Non, mais c'est vraiment sérieux. Je prends un quart d'heure alors pour ça. Mais oui. Moi, je veux aussi parler 5 minutes d'autre chose, donc ça fait que je finirai à 17h20 si je fais ça. Bon, elle porte. Non, Bien que tu le saches. voilà, c'est plus sympa, c'est normal, t'as préparé et tout. Alors, Chomsky, je donne 5 minutes, je vais pas le traiter. Si vous voulez lire les textes à la maison, vous pouvez le faire. C'est comment les médias occidentaux américains traitaient la guerre du Vietnam. Vous trouverez beaucoup de points de comparaison avec comment les médias occidentaux aujourd'hui traitent la guerre à Gaza. D'accord? Ok. Vous voyez là, hein, ils tuaient des gosses eux aussi. Hein. Le capitalisme sous sa forme impérialiste, c'est une habitude de tuer des gamins, faut le dire, dans les pays du Sud. C'est une habitude pour eux. Et ils ont toujours dit qu'ils se défendaient face à des grands méchants. Alors à l'époque, c'était l'Union soviétique, maintenant c'est le Hamas ou ce que vous voulez. Bon, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est un classique, vous avez les textes de Chomsky qui analysent ça, comment ils appellent se défendre. Le texte 5, je le trouve très bien aussi. Ils inventent aussi parfois. Voilà, alors les Vietnamiens auraient des pluies jaunes, une sorte de poison qui véhiculerait, ce qui était totalement faux. Par contre, eux mettaient vraiment du napalm. Et pareil, hein, les Palestiniens qui auraient mis des bébés dans des fours, complètement, totalement aberrant d'imaginer ça. Ce qui est totalement faux, ce qui a été réfuté ensuite, on l'a bien dit pendant un mois. Par contre, des gamins palestiniens qui sont torturés, ça existe pour de vrai. Vous voyez, donc, bon, c'était des exemples, et c'est juste pour l'histoire de dire, parce que je pense que quand on voit la propagande médiatique sur la Palestine, on peut se sentir désemparé, violenté, c'est horrible. C'est pour dire que c'est pas nouveau. Et c'est l'impérialisme sous sa forme le capitalisme sous sa forme impérialiste, c'est ça depuis au moins 60 ans. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais du coup, je vais pas aller ça de plus près parce que j'ai envie de laisser du temps pour la suite. Moi, je finis sur du coup, dernière petite diapositive, faire média à gauche. Le but, c'est aussi ça. Faire média nous. C'est quoi faire média? Du coup, je pense que ça demande deux choses. Des moyens de production. Ça peut être son téléphone aujourd'hui. Faire des photos, véhiculer sur les réseaux sociaux. Le téléphone est un moyen de production. L'ordinateur sur lequel je fais un montage, si j'ai le logiciel de montage, CapCut, j'ai vu que, moi je pense à l'Urgence Palestine, il fait toujours des CapCut, le frérot. Moi je suis pas Urgence Palestine. Ah, FPS, je sais que t'es FPS, mais bon, voilà, vu qu'il y a personne sur mais bref, c'était juste pour parler, voilà. Mais bref, des moyens de production, ça peut être le téléphone, l'impression, imprimer du papier, distribuer un tract, ouais, ça reste un moyen. Le tractage, je trouve que c'est très important. Alors le moyen de production est le travailleur. Le travailleur, ça veut dire le travailleur du militantisme politique. Alors, ses compétences en montage, et aussi ses compétences théoriques. Pour le coup, pour faire média, ça demande aussi des fois de se dire, je réfléchis à deux fois, quels mots je mets sur les choses, comment je réussis à réunir toute ma classe, tout mon groupe social et trouver des alliances, avec quel vocabulaire, qui nous permet d'aller loin. Voilà, c'est juste ça, moi aussi. Je ne vais pas parler plus longtemps sur faire média à gauche, parce que je ne suis pas journaliste, mais pour moi, les clés, c'est quand même des moyens de production, à nous de trouver de bricolage finalement, mais aussi des militants qui doivent se former sur le tas, en trouvant quel est le vocabulaire qui parlera le mieux de ma lutte, comment réussir à réunir, etc. Et ça, je pense, c'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui. Alors, sur la fiche, vous avez une liste de plein de médias. Si vous ne pouvez pas amener la fiche chez vous parce que vous la donnez à quelqu'un d'autre, prenez une photo. Parce que nous, notre but, si on dit que les médias de gauche sont importants, c'est ce qu'on va faire toute la journée. Hein. Bah, autant leur faire la promo, d'accord? Donc j'ai mis gauche généraliste, antiracisme. Antiracisme, je range anticolonialisme dedans, d'accord? Féministe, écologiste, médias de parti. J'ai mis les médias de la LFI quand même. Et actualité locale, médias militants locaux. Là j'ai mis AFPS 66, l'Urgence Palestine 66. D'accord, par exemple, j'ai mis d'autres trucs, il n'y a pas que la Palestine. Ok, ça va, vous comprenez? Bah écoutez, je vous remercie, pour ma part j'ai terminé.